19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 5 juin 2022. Voilà, comme invité du journal, ce soir, nous accueillons Tchambiano Chebou. Il est le secrétaire général du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Sylvie Tchambiano, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Avec vous, on va parler de cette pénurie du gasoil qui signe et qui persiste et handicape plusieurs domaines d'activité. Juste après le déroulé de l'actualité. Cela dit, la communauté internationale célèbre ce jour, 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Au Niger, l'Organisation pour l'environnement et le développement durable, OEDD, n'est pas restée en marge de cette commémoration. La dite ONG a procédé ce matin à une plantation d'arbres au Bosquet des Nations. Le point de cette cérémonie de plantation d'arbres, c'est avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Planter et protéger des arbres, c'est l'exercice auquel s'est adonnée l'Organisation pour l'environnement et le développement durable pour marquer la présente édition de la Journée mondiale de l'environnement. Ainsi, c'est le boulevard Sutia entre le rond-point du garage municipal au rond-point Barré qui a accueilli cette importante opération. Tous les pays du monde entier essaient de mobiliser la population, d'élever la conscience éco-citoyenne pour qu'on se rende compte que nous n'avons qu'une seule planète et il faudrait qu'on se mette ensemble pour la préserver afin effectivement d'assurer le bien-être de chacun et de tous. En fait, nous avons prévu une multitude de plans. Bon, vous avez vu seulement des palmiers, mais il y a d'autres plans, différentes espèces qui vont être mises en place. Le souci, en fait, c'est de pouvoir effectivement attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de l'arbre, du point de vue de sa contribution, en fait, au bien-être et au développement du pays. Occasion pour les initiateurs de cette opération d'appeler les riverains et au-delà toutes les bonnes volontés à veiller sur la protection de ces arbres. Il faut se dire, et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, au moment où ce pays a accédé à l'indépendance en 1960, nous n'étions que 3 millions d'habitants. Maintenant, nous sommes 24 millions, ça fait multiplié par 8. Les ressources naturelles n'ont pas été multipliées par 8, mais elles sont au contraire en train de se dégrader. Donc, il est important qu'on puisse effectivement prendre conscience qu'on doit se donner la main. On doit effectivement comprendre que c'est un patrimoine qui appartient à chacun de nous et que c'est en se donnant la main qu'on peut effectivement améliorer ce potentiel-là de façon à ce qu'il puisse effectivement servir au bien-être de chacun et de tous. Être utile à sa communauté en protégeant son environnement pour un développement durable, tel est le souci qui a guidé ces hommes et femmes à mener cette action salvatrice qui doit faire école. Le Premier ministre de Luxembourg est en visite de travail depuis ce jour au Niger, accompagné d'une forte délégation. Le premier responsable politique de ce pays a été reçu cet après-midi au palais de la présidence, où les deux délégations ont eu un tête-à-tête assorti d'une conférence de presse. Accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg entame depuis ce jour une visite de 48 heures en République du Niger. Cette visite, qui rentre dans le cadre de la coopération entre les deux pays, vise à faire une certaine constatation de projets dans lesquels le Luxembourg intervient. Après un tête-à-tête entre le président de la République et le Premier ministre du Luxembourg, la rencontre a été élargie entre les deux délégations qui est assortie d'une conférence de presse à travers laquelle le président de la République a salué la visite et les axes prioritaires dont le Luxembourg assure le financement. Je voudrais que les Nigériens sachent que les citoyens du duché du Luxembourg sont ceux qui prient un à un qu'on sente le plus d'aide au Niger, avec un volume de 144,5 millions pour le programme indicatif de coopération qui est en œuvre en ce moment, qui est mis en œuvre en ce moment pour l'année 2022 jusqu'à l'année 2026. C'est des sommes importantes lorsque on rapporte ça à la population du Luxembourg. Mais même en termes absolus, ce sont des chiffres très importants du niveau des engagements des grands pays.
Prenant la parole à son tour, Xavier Bettel, répondant à une question, a laissé entendre que pour venir à bout de certains défis, il faut sans recul avoir une approche beaucoup plus globale de la question. Ce n'est pas une réponse militaire que l'on doit donner uniquement. C'est une réponse de développement, de coopération, car croyez-moi que l'instabilité, le fait de ne pas savoir, d'avoir des incertitudes, d'avoir de la famine, de ne pas avoir de perspective, de ne pas avoir de futur, de ne pas avoir de métier, de ne pas avoir d'idée de ce que l'on va faire demain est la plus grande insécurité pour des générations et des générations futures. Donc le développement, l'éducation sont des ressorts sur lesquels nous avons toujours voulu aider. Mais c'est vrai que les instabilités que l'on connaît chez vos voisins font qu'on a quand même aussi une responsabilité par rapport aux gens qu'on a sur place, par rapport aux engagements que l'on a. Et je vous ai parlé aussi du troisième D, qui est celui de la diplomatie. Il faut pouvoir se mettre autour d'une table et essayer de trouver des solutions. Cette visite qui intervient pendant un moment où le Niger fait face à certains aléas conforte bien l'idée d'une coopération qui est au beau fixe. À rappeler donc que depuis 2003, le Luxembourg intervient dans une nouvelle approche dénommée Programme indicatif de coopération PIC, dont le 4e a été signé en mai 2021 par le président de la République en personne. L'ONG Zao Inbayen a organisé ce matin dans les locaux du 2e arrondissement communal de la capitale un dialogue intergénérationnel à l'intention des jeunes de la région de Niamey. Une activité qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Matassa Massou Doubara dans la région de Niamey et Tawa. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Domi. Ici, des 5 arrondissements communaux de la capitale, ces jeunes filles et garçons sont appelés par la présente rencontre à échanger avec les responsables municipaux et coutumiers sur la redevabilité et la participation citoyenne. Un dialogue qui se veut intergénérationnel, rentrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet Matassa Massou Doubara porté par l'ONG Zao Inbayen. Pour nous, la redevabilité des citoyennetés est vraiment c'est un grand pilier pour en tout cas les communes, parce qu'il nous paraît très important qu'il faut essayer de retravailler la citoyenneté et la redevabilité aussi vis-à-vis de vous et les communes. Les projets et l'organisation Zaoumbayan vont essayer de jouer un rôle très important par rapport au renforcement des capacités de cette citoyenneté et aussi à vous mettre en contact et avec en tout cas vos communes qui sont toujours à côté de vous. La redevabilité, effectivement, c'est un état en tout cas d'engagement de vous, de nous, des communes, les élus locaux, dans la mise en place en tout cas des règles pratiques et qui peuvent aussi vous éclaircir et nous éclaircir par rapport à la prise de parole. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le premier responsable du 2e arrondissement communal de Niamey n'a pas manqué de souligner toute l'importance de ce dialogue. Ce dialogue est venu à point nommé, car n'ayons pas peur des mots. Notre jeunesse aujourd'hui est à la croisée des chemins. Notre jeunesse est en perdition. Et les mots qui minent notre jeunesse ont pour nom, n'est-ce pas, oisiveté, pour ne pas dire chômage, et consommation de drogue, délits de toutes sortes. Il revient donc à nous tous, membres de la société, de nous retrouver, n'est-ce pas, pour voir les tenants et aboutissants de ces mots qui minent notre jeunesse. Parce que si notre jeunesse est ratée, c'est notre société qui est ratée. La jeunesse est l'avenir de la nation. Et je pense que votre génération est celle qui n'a pas droit à l'erreur. Parce que vous êtes suffisamment avertis. Vous avez les moyens technologiques à votre disposition pour mieux vous informer. Vous êtes suffisamment outillés et vous êtes entourés, n'est-ce pas, de vecteurs de changement qui peuvent influencer sur votre comportement. Ainsi, la journée durant, ces jeunes ont mûri les réflexions sur leur contribution pour le développement de la région de Niamey et au-delà du Niger tout entier. Dans le cadre de la journée mondiale de l'hémophilie, l'association nigérienne de l'hémophilie poursuit ses activités. Ce matin, elle a conduit les enfants atteints de cette maladie peu connue du public au centre attractif de Monachland du quartier francophonie de Niamey. C'était en présence des parents, des hémophiles et des spécialistes de la chose. Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou.
Après la conférence organisée pour informer et attirer l'attention d'un grand nombre de personnes aux réalités de l'hémophilie, l'association nigérienne de l'hémophilie continue de marquer la journée mondiale de cette maladie à travers cette activité. C'est donc dans ce sens et dans le but de donner un certain goût à la vie aux malades hémophiles que l'association a initié la présente sortie dans ce centre attractif. Nous sommes en train d'organiser un camp de vacances pour les personnes hémophiles. Donc, le but de ce camp de vacances pour les personnes hémophiles est lié au fait que nous voudrions une convergence entre les malades et leurs médecins dans un même environnement pour parler de la maladie, échanger de leurs difficultés, des difficultés du monde qu'ils rencontrent dans le cadre de la gestion de cette maladie. Intervenant à l'intérieur du pays, les spécialistes définissent de façon globale la maladie et les difficultés de sa prise en charge. Par définition, l'hémophilie, c'est une maladie congénitale, donc qui est liée au chromosome sexuel X. Donc elle est transmise des parents aux enfants. Et surtout le plus souvent, quand le père est totalement hémophile, donc le père est identifié hémophile, avec la maman, donc il peut avoir des enfants qui seront hémophiles, c'est possible. Et ça survient beaucoup plus chez les garçons. Ce qui veut dire qu'en réalité, comme c'est le chromosome X qui sera transmis, donc il y a des difficultés, on a des difficultés à avoir des filles qui sont hémophiles. C'est très difficile. Mais cela n'empêche, on peut avoir dans des situations rares, en cas de syndrome de Turner, on peut avoir une fille qui peut faire l'hémophilie. Et il y a la forme congénitale et dans 25% des situations, on peut avoir une hémophilie de nouveau, c'est-à-dire qui survient de manière acquise. Donc là, le problème n'est pas congénital. Et ce qui se passe chez nous, c'est qu'en réalité, on est confronté à un véritable problème, surtout à l'intérieur de la disponibilité de ces facteurs de coagulation. Quand nos malades qui sont à l'intérieur, par exemple moi, je viens des Zender. Zender, Niamey, ça fait à peu près 1000 km de différence. Donc ce qui fait qu'en réalité, quand on a besoin de facteurs, c'est difficile. Également par rapport au diagnostic, quand on voulait prélever les enfants pour amener et confirmer la maladie, parce que la confirmation diagnostique passe par le dosage de ces facteurs-là, pour voir si le facteur est déficitaire ou pas. Donc pour pouvoir prélever les enfants et envoyer ça à Niamey, c'est des difficultés. C'est le plasma qu'il faut prélever, il faut prendre le sang, centrifuger le sang, congeler le plasma et il faut que le plasma arrive à un stade congelé jusqu'au niveau où on devrait le techniquer. Mais le véritable problème de Zender à Niamey, vous mettez le plasma dans le bus, avant d'arriver à Niamey, ça s'est décongelé. Et c'est fini, le facteur est dégradé. Un parent dont l'enfant est atteint de la maladie témoigne en demandant de l'aide pour son enfant. Abin da a problem kin mu yaron ga da ya samu matsala saboda rashin lafiya da na hémophilie. To problem ki ne idanu. To ina son a kama mana yaron yana son lakwal duk inda yaran abokai sun ka tashi sun ka tela kwal shi ma sai ta yi bisu. Ko na ce mai tsaya baya gani sai shi azukuka sai ce sai ya bisu. Yanzu ina so a samu mini Allah ya kama mana a samu makarantar da za a same shi ya ci gaba da karatun shi. Il est à noter que la journée a été mise à profit pour échanger avec les parents des hémophiles concernant toujours la maladie. Nombreux ils étaient les parents des hémophiles de l'intérieur du pays qui ont témoigné avoir beaucoup souffert par manque d'informations suffisantes. Depuis quelques jours, on observe une pénurie du gasoil dans l'ensemble des régions du Niger. Niamey, la capitale, n'est pas épargnée par cette situation qui cause beaucoup de problèmes aux consommateurs, ce qui a suscité ce reportage de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Riez vers le gasoil ou encore le diesel. Les consommateurs ont pris d'assaut les stations-service à l'affût de ce carburant qui se fera depuis quelques jours au Niger. C'est ainsi donc de longues files d'attente qui sont visibles dans les stations-service visitées. Cette pénurie cause beaucoup d'impair aux consommateurs. Wallahi gasoil no kandiri. Ite han kanga te jilbi taki ne kan dinma ine gasoil go nerne. Ça fait 4 jours que je suis à la recherche du gasoil et dès que j'entends qu'il y a du carburant dans telle ou telle station, je me rends. Je suis passé par Pangoula, Liberté et me voilà à la maison économique. Avec tout ce beau monde, je ne pense pas si je peux en trouver. Je suis là depuis 9h et jusqu'à présent dans la soirée, je n'ai pas eu du gasoil. Le manque de carburant a bloqué toutes nos activités depuis 4 jours. Même les ambulances sont stationnées. Face à cette situation infernale, ces consommateurs lancent ce cri de cœur.
Avec mon argent, je n'arrive pas à me procurer, malgré que notre pays est producteur de pétrole. Cela est inadmissible. Les dirigeants doivent avoir pitié de nous car nous souffrons énormément. Les autorités ne doivent pas oublier leur engagement qu'ils ont pris devant Dieu et le peuple. Et ils vont devoir rendre compte un jour. Cette pénurie peut amener les conducteurs à augmenter le prix du transport. Et si cette situation perdure, toutes les activités liées à ce carburant issu du raffinage du pétrole vont s'arrêter. Voilà, SG Tchambiano, vous venez de suivre un reportage sur cette pénurie du gasoil. Alors, vous êtes le SG du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Comment vous vivez cette situation? Je vous remercie. Vous m'avez présenté pour des commodités d'usage, mais cette pénurie de carburant, le gasoil surtout, a perturbé beaucoup les activités économiques de ce pays. Parce que avant, quand il y a eu l'annonce du gouvernement pour protéger la consommation locale, il a interdit l'exportation du gasoil vers ceux qui utilisent, ceux qui sont en frontière avec nous. Donc la pénurie était vers la frontière. Donc maintenant, ça s'est déplacé pour venir. Ou du moins, il y a eu la pénurie de l'autre côté et de la capitale aussi, elle est venue. Donc nous avons des sources d'informations qu'au niveau de Gaïa, il y a plus de 1000 camions. Au niveau de Koni, il y a 600. Plus de 400 à Maradi, plus de 200 à Zender. Bon, sans tenir compte de certains véhicules comme votre reportage a dit, les ambulances, les véhicules de FDS. En tout cas, tout le monde est dans le besoin. Mais nous, on va dire qu'il y a eu beaucoup plus de demandes que d'offres. Ça peut aussi impacter parce que les gens, du coup, vers les services de station, ont pris d'assaut les services de station pour le gasoil. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas, nous sommes un pays producteur de pétrole. Puisque nous sommes un pays producteur de pétrole, vraiment des dispositions allaient être prises parce que il doit y avoir même un stock de 3 mois de réserve au niveau de la SONIDEP pour nous protéger. Et aussi, quand je peux dire que ça a surpris peut-être certains responsables du gouvernement, ils ont aussitôt appris et ils ont chassé les 2 responsables chinois qui étaient responsables de cette situation. On les a chassés et des enquêtes sont en cours. Parce que dans la sous-région ou dans les 3 frontières, là, nous sommes à 538 francs le litre. D'autres qui sont voisins à presque 1000 francs. Donc les gens viennent se ravitailler ici, peut-être pour amener le gasoil dans leur pays et vendre. Alors que ils n'ont pas été taxés, ils ont pris le gasoil comme nous, consommateurs locaux. Donc ce n'était pas bien. Donc quand le gouvernement a pris cette décision, donc au début, et il faut voir même au niveau des stations, peut-être ils sont aussi responsables. Parce qu'on ne peut pas comprendre du coup, il y a une rupture. Il y a une rupture. C'est que quelque chose, il y a
En tout cas, il doit y avoir une complicité quelque part. Vous n'avez pas eu des explications par rapport à cette pénurie, parce que là, si la Solidaire, qui est une institution d'État qui est censée avoir un stock de réserve de 3 mois, n'a pas ce stock, comment les stations, elles, peuvent avoir ce stock? Oui, il y a peut-être ça, mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas avéré faux, parce qu'on ne sait pas d'abord est-ce qu'il y a le stock, ou bien on est en train de céder à compte-gouttes le gasoil. Parce que je ne peux pas comprendre d'un coup le gasoil n'y est pas. Ce n'est pas responsable. Mais vous, en tant que structure syndicale, est-ce que vous avez essayé d'aller vers le gouvernement pour savoir c'est quoi véritablement le problème? Parce qu'on pensait que c'était un problème pour 48 heures, mais aujourd'hui, c'est plus d'une semaine. Ça, c'est plus d'une semaine. Nous ne pouvons pas aller tout de suite vers le gouvernement parce que des enquêtes sont en cours. Lorsqu'il y a des enquêtes, il ne faut pas s'ingérer. On laisse l'État faire ou l'État prendre ses responsabilités. Mais nous, ça va beaucoup impacter. Par exemple, des camions qui sont stationnés avec des marchandises. Nous craignons qu'il n'y ait pas, en tout cas, une augmentation de prix. Une augmentation de prix parce que les gens peuvent calculer ça. Les gens ont imaginé peut-être qu'il va y avoir augmentation, donc il faut faire la rupture, il faut faire une spéculation. Peut-être. Pourquoi il y a augmentation de prix, d'autant plus que le ministère du Commerce, avec son homologue du pétrole, des mesures ont été prises pour que le prix du carburant ne change pas? Oui, les deux ministres ont fait un communiqué conjoint pour dire que le prix ne change pas et il n'y aura pas d'exportation. Parce qu'on a constaté que la plupart de notre gasoil va à l'extérieur. Donc, ils disent que pour satisfaire la consommation locale, donc, ils vont interdire l'exportation afin de maintenir aussi le prix à la pompe. Donc, vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités, ou bien la SONIDEP ou la SORAS, pour que la situation puisse s'améliorer. Ce n'est pas normal, nous, pays pétroliers, parce que le pétrole, ce n'est pas seulement du gasoil. Le pétrole brut, il y a le gasoil, il y a l'essence, il y a le pétrole lampant, il y a le gaz, il y a la graisse. C'est ça qui compose le pétrole brut. Donc pourquoi c'est seulement le gasoil? Bon, nous ne comprenons pas. En tout cas, les gens doivent réfléchir. Mais je sais que le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités pour que la situation puisse s'améliorer. Mais c'est pas... En tout cas, ça fait 3 jours. Peut-être que demain aussi. Ainsi de suite, la situation va perdurer si on ne fait pas attention. Donc, comme on a mis les 2 responsables chinois là, qui sont à la base, on les a mis à la porte. Donc, je pense que la situation va s'améliorer. C'est ce que je pense. Parce qu'une fois, j'ai vu un pétrolier qui est en train de dire on ne leur donne pas suffisamment. Parce que quand tu as un besoin peut-être de 10 citernes, on te concède 1 ou 2. Donc ça ne peut pas ravitailler le truc. En tout cas, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que ça, on ne peut pas comprendre ça. Ça ne se justifie pas. Pour vous, commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences, les marchandises, d'abord, sont bloquées. Il y a d'autres marchandises qui peuvent avarier. Il y a d'autres aussi qui peuvent prendre de l'ampleur ou bien peut-être même des vols. Et même au point de vue santé, puisque c'est les populations qui sont autour de ces stations-là,
les gens peuvent se contaminer, il peut y avoir la choléra, surtout vers les frontières. Là. Surtout vers les frontières. Donc vraiment, il est temps que la situation, on puisse trouver une solution. Alors, monsieur le SG, pour finir avec vous, alors quel est votre mot de fin à l'endroit du gouvernement et de vos militants, si on peut? Mon mot de fin, c'est d'abord à l'endroit du gouvernement. Nous sommes un pays pétrolier et on doit prendre toutes les responsabilités pour que la situation puisse s'améliorer. En tant que pays pétrolier, et nous nous trouvons dans cette situation, ce n'est pas de gaieté de cœur. À l'endroit de nos militants, qu'ils prennent leur courage en main, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes obligés d'attendre parce qu'on ne pourrait pas circuler sans du carburant. C'est des véhicules. Un véhicule, on dit un moteur, c'est un véhicule. Un véhicule doit pouvoir circuler et consommer du carburant. Donc ça, il le faut. S'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de circulation. La situation, il ne faudrait pas que ça soit, mais que les commerçants ou les opérateurs ou les transporteurs, en tout cas, je leur demande en tout cas de garder leur calme à ce que la situation puisse s'améliorer. Le gouvernement même, il est inquiet et il ne voudrait pas que cela arrive, et c'est arrivé, mais ils vont prendre leurs responsabilités, je pense. Merci, monsieur Tchambiano Chebou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, monsieur, dames, c'est également tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.